Donc, il existe différents types d'intolérance au bruit, différents termes sur lesquels vous êtes peut-être tombé en faisant des lectures. J'en fais une petite tournée. Donc, il y a le terme hyperacousie qui est probablement le plus commun sur lequel on va tomber si on fait des recherches sur l'Internet. C'est un terme un petit peu parapluie. C'est un terme qui explique que la personne est plus sensible que la moyenne à des bruits ordinaires, finalement, du quotidien. C'est le terme qui va beaucoup être utilisé par les audiologistes et avec la population adulte ou âgée. Et c'est souvent accompagné dans cette population-là d'un problème, un trouble auditif, donc un problème qui touche vraiment le traitement des sons dans l'oreille. Et ça va toucher tous les sons. Donc, la personne est les plus sensible en général. Puis ça, c'est la partie qu'il faut retenir, c'est que tous les sons vont être affectés. Donc, tous les sons à partir d'un certain nombre de décibels seraient trop agressants pour cette personne-là. Maintenant, on aurait un terme qu'on va appeler hypersonie, qui est moins commun, qui aussi affecte les structures de l'oreille et la personne qui aurait, par exemple, une perte auditive, dans le fond, son seuil ou le premier son qu'elle est capable d'entendre est beaucoup plus haut que pour une personne qui n'aurait pas ce problème-là. Donc, tout ce qui est au-dessus de ça, finalement, devient plus fort. Donc, tout est relatif. Celle-là, c'est peu probable pour notre enfant, à moins qu'il y ait vraiment un trouble auditif diagnostiqué en lien avec sa gamme de perception dans ses oreilles. Et ça aussi, ça affecterait tous les sons. Donc, c'est très prévisible lorsque on est dans des situations comme celle-là. Maintenant, il y a la misophonie. La misophonie, c'est une intolérance à des bruits qui peuvent être surprenants, qui ne sont pas nécessairement forts, bien que la personne, l'enfant qui s'en plaint peut dire que c'est trop fort. Mais ça peut être des bruits aussi simples que la respiration de quelqu'un ou quelqu'un qui mâchouille ou qui mâche finalement, qui mastique de la nourriture, des bruits qui peuvent être répétitifs, comme quelqu'un qui tape sur un clavier, ou par exemple l'hiver au Québec, quand on porte des salopettes ou qu'on porte des jeans, hein, quand il y a un petit frottement, là, tchic, 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 tchic. Ce type de bruits-là, qui sont plus répétitifs ou qui sont plus humains, comme la respiration, c'est souvent ce type de bruits-là qui sont impliqués. Alors, c'est certains sons et c'est souvent des sons qui sont plus surprenants et il y a vraiment une composante psychologique en lien avec ces sons-là. Et c'est un problème qui va rarement être présent chez les tout petits, beaucoup plus chez les enfants un petit peu plus vieux, là, à partir de 9 ans que ça tend à être diagnostiqué lorsque ça l'est. Et il y aurait un autre type de problème qu'on pourrait nommer la phonophobie. Alors ça, c'est comme une phobie. Donc, j'ai une peur des chiens, mais j'ai une peur euh, d'un son. Et cette peur-là, ça va être généralement des sons spécifiques et il n'y en aura pas beaucoup dans la vie de l'enfant. Et ça aussi, c'est lié à quelque chose qui a une origine habituellement psychologique. Donc, il est arrivé quelque chose. Par exemple, l'enfant s'est fait mordre par un chien et à partir de ce moment-là, l'enfant va avoir peur des aboiements du chien. Et il y a le trouble de la modulation sensorielle qui est ce qui risque possiblement d'être le cas pour votre enfant en pédiatrie. C'est souvent à ça qu'on revient comme hypothèse lorsqu'on rencontre l'enfant. Et on va regarder ça un petit peu plus en détail, mais c'est que là, le problème n'est pas avec l'oreille. Le problème n'est pas avec le système auditif, il est avec l'ensemble du système nerveux qui, lui, traite toute l'information sensorielle. Donc, c'est l'état du système qui ne fait pas efficacement son travail, qui fait que ça affecte les sons, mais ça affecte aussi le traitement d'autres sensations. On va en reparler tout de suite après. Donc, avec ce trouble-là, c'est que la présentation, elle est excessivement variable. Et c'est là que on peut être susceptible de penser que l'enfant exagère, qu'il fait un caprice, qu'il n'est pas assez mature, qui s'énerve pour rien, parce que
parfois l'enfant va réagir, parfois il ne réagira pas. Et c'est très confondant pour nous qui essaient de comprendre qu'est-ce qui se passe. Et c'est lié aussi à la cumulativité de l'information sensorielle. Donc, parfois, il va réagir avec un bruit maintenant, mais c'est le reflet de l'accumulation des bruits auxquels il a été exposé au cours de la journée. C'est pas nécessairement ce bruit-là. De là, on peut se dire, ben, là, il réagit, mais l'autre fois, il réagissait pas. Alors, c'est très, très, très variable, mais on va en reparler encore, là, comme je disais, tout de suite après. Et il y a un autre type de trouble qui touche plus la discrimination des sons, donc la capacité de distinguer les caractéristiques des sons et de faire des concepts avec ça. Donc, ce qui arrive, c'est que l'enfant entend des choses, mais comme ne peut pas bien analyser ce que c'est, ça crée un stress pour le système nerveux parce que ça ne fait pas de sens. Et là, ça déclenche des réactions de stress. Et ça va être particulièrement commun avec des bruits dont la source n'est pas visible. Donc, on ne voit pas ce qui produit le bruit ou quand il y a des bruits très complexes, par exemple, en éducation physique, ben, il y a des enfants qui courent, il y a des pas, il y a de l'écho, il y a des ballons, il y a beaucoup de sons en même temps ou dans une cafétéria. Alors, c'est très, très difficile pour le système nerveux d'isoler chacun des sons et de dire, OK, ça, c'est la vaisselle, ça, c'est des gens qui parlent, ça, c'est autre chose. Et ça crée une surcharge finalement pour le système nerveux.